On poursuit ce Lex Inside, on va parler action à droit de vote multiple avec Olivier Huyghe Despointes, associé chez Darrois. Olivier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la loi attractivité a consacré les actions à droit de vote multiples. Pouvez-vous revenir sur la consécration des droits de vote multiples dans les sociétés cotées et quelles sont les sociétés concernées? Alors, petit rappel historique très rapide. Il y a eu des mouvements de balancier sur les droits de vote multiples. La France était historiquement un pays, depuis les années 30, qui privilégiait le principe une action, un droit de vote, ce qui était vu jusqu'à encore récemment comme un mécanisme d'efficience des marchés, permettant de sanctionner les directions défaillantes. Il y a eu une libéralisation dans les sociétés non cotées très marquée depuis les années 2000, la SAS, depuis la loi Pacte, les actions à droit de vote multiples dans les SA non cotées. Et dans le coté, on connaissait déjà les droits de vote double depuis longtemps. On connaissait d'autres formes sociales, les sociétés en commandite par action. On a connu les certificats d'investissement, certificats de droit de vote qui ont disparu depuis. Et depuis maintenant 4-5 ans, on a assisté au niveau européen et au regard de ce qui se passait dans d'autres pays, notamment les États-Unis, le Canada, mais également les Pays-Bas qui concurrençaient pas mal les marchés financiers, notamment français. Plusieurs sociétés s'étaient introduites aux Pays-Bas, comme Altis, pour bénéficier de ces droits de vote multiples, les SPAC également. Et donc une tendance, y compris dans des pays qui étaient farouchement opposés aux droits de vote multiples, comme les Pays-Bas et l'Allemagne, à la libéralisation et donc à l'introduction de mécanismes de droits de vote multiples dans les sociétés cotées, que ce soit sur des marchés réglementés comme Euronext ou des marchés de croissance comme Euronext Growth. Donc c'est devenu une vraie tendance de fond. C'est devenu une vraie tendance de fond qui va être actée au niveau européen dans le cadre du Listing Act qui est en cours de finalisation, mais qui en fait est préempté dans les différents États. Et en France, par la loi attractivité qui a consacré le mécanisme dans le code de commerce. Ça doit encore être complété a priori d'ici fin octobre, mais on verra avec le gouvernement, par un décret qui sera important. Bon, maintenant qu'on a vu cette consécration des droits de vote multiples, quels sont les objectifs de ce dispositif? L'objectif, clairement, c'est de faire revenir vers les marchés financiers, vers les marchés boursiers, des sociétés qui avaient tendance à s'en détourner. Notamment des sociétés soit familiales, qui ne voulaient pas se diluer, soit des sociétés de type technologique, etc., qui sont contrôlées par des fondateurs, souvent aux côtés de fonds d'investissement, éventuellement peut-être des filiales de grands groupes qui pourraient se spin-offer, comme on dit, s'introduire partiellement en bourse, mais dans lequel on souhaiterait pendant au moins un certain temps conserver un pouvoir de contrôle de l'actionnaire historique. Alors, autre point qui peut être intéressant, est-ce que c'est un mécanisme qui permet de se protéger contre des OPA hostiles? Alors, ce mécanisme en fait, a d'abord pour objet d'aller vers le marché. Ce n'est pas vu Bien comme sûr. un mécanisme de protection. On ne pourra pas le mettre en place dans des sociétés déjà cotées. Encore une fois, aujourd'hui, la tendance est plutôt inverse. Des sociétés cotées ont tendance à sortir de cote par le biais d'OPA, ce qu'on appelle des tech private. J'attire d'ailleurs l'attention à ce sujet sur un colloque qui va être organisé par Décideur avec Croorvas le 5 novembre sur le sujet des tech private qui est très tendance aujourd'hui, avec plusieurs sociétés qui sortent de cote, précisément pour échapper aux rigueurs de la cote. Au contraire, l'objectif du mécanisme, c'est d'aller vers la cote. Alors, néanmoins, une fois que des sociétés se seront introduites en bourse avec des droits de vote multiples, conférant pendant un certain temps, dans la limite de la clause de caducité, de sunset, comme on dit, 10 ans maximum selon la loi, éventuellement prorogeable, probablement plus dans les 7 ans, si on se réfère aux schémas internationaux. Pendant ce temps-là, c'est une bonne protection anti-OPA. Néanmoins, les statuts pourront, c'est une possibilité qui est prévue par la loi, prévoir la possibilité que, en cas d'OPA, lors de la première assemblée générale qui suivra une OPA qui aura réussi à plus de 75%, les droits de vote multiples soient neutralisés. Donc, D'accord. on votera avec une action ou éventuellement un droit de vote double par action. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra désactiver à l'occasion de cette assemblée générale les droits de vote multiples à voir? De la même manière, les assemblées générales qui portent sur des mesures de défense anti-OPA, donc après dépôt d'une offre, verront le droit de vote multiple désactivé également. Alors, intéressons-nous maintenant à l'impact sur les investisseurs. Est-ce un frein pour les investisseurs et est-ce que cela permet de préserver la confiance des minoritaires? Alors, comme on parle de sociétés, encore une fois, il faut bien avoir en tête qu'on ne parle que des sociétés qui vont nouvellement
s'inscrire à la cote. Bien sûr. Donc nécessairement des sociétés qui chercheront avec leurs actionnaires à attirer des investisseurs. Il faudra donc trouver un équilibre entre le droit de vote multiple, à la fois le nombre de droits de vote par action et les conditions de ce droit de vote dans les limites que permettront la loi et le décret. Il faudra qu'on puisse attirer néanmoins les investisseurs. Donc a priori, ce seront des investisseurs attirés par la stabilité et le caractère long-termiste de certains actionnaires nommément désignés. Une fois qu'on a dit ça, on sait bien que les investisseurs institutionnels et notamment les proxys, donc les agences de vote, mais également les fournisseurs d'indices, ont une certaine tendance à ne pas privilégier, au contraire, les mécanismes à droit de vote multiple et à préférer la proportionnalité des droits de vote par rapport à l'exposition au risque. Donc il y aura un équilibre à trouver, sans doute également comme ISS qui est un des principaux proxys, qui aux États-Unis a fini par tolérer ces droits de vote multiples, mais dans la limite, par exemple, d'une clause de sunset de 7 ans. Alors pour élargir un peu la perspective sur ce sujet, regardons un peu ce qui se passe à l'étranger. Quelles sont les expériences aux États-Unis ou au Canada, par exemple? Alors, les États-Unis connaissent les droits de vote multiples depuis très longtemps. Même si la SEC a longtemps cherché à s'en défaire, sans succès, parce qu'on est à la limite entre le droit des sociétés et le droit, et la réglementation boursière. Historiquement, c'était plutôt des mécanismes pour assurer le contrôle des sociétés familiales ou de presse. Ça a été utilisé dans les années 80 comme de la défense anti-OPA, et plus récemment, ça s'est redémocratisé, régénéralisé sur les IPO de sociétés tech, dans lesquelles il y a des fondateurs assez emblématiques, assez charismatiques, qui portent la société. Et donc les investisseurs voient tout l'intérêt de conserver les 10 fondateurs très investis et très intéressés. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près une moitié environ des sociétés tech qui sortent en bourse avec des droits de vote. Donc c'est assez significatif. C'est assez significatif, généralement avec des clauses de sunset. D'accord. Bon, voilà. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change pour un nouveau numéro de Lex Inside. Restez curieux et informés. À très bientôt.